Bonjour, qui m'a convaincu de me joindre à vous. C'est bien la première fois que je me trouve devant un auditoire. J'ai plutôt l'habitude à dialoguer en tête à tête. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc voilà, nous allons alterner un petit peu pour répondre à la question qu'on nous a posée un petit peu, comment les collectionneurs et les chercheurs travaillent ensemble et sont complémentaires. Oui, pendant longtemps, en tant que collectionneur, j'ai tenu à travailler tout seul. Et puis petit à petit, j'ai appris à collaborer avec d'autres personnes. Et Kim, depuis déjà quelques années, on travaille ensemble et elle me permet, je suis plutôt un chercheur sur le terrain, elle me permet d'organiser un petit peu tout ce qui est trouvé, et puis elle a cette formation scientifique et universitaire que je n'ai pas. Donc on se complète très, très bien, et on a plusieurs projets ensemble. Donc on pensait commencer peut-être par Serge pour raconter un petit peu sa collection, sa logique. On a des images à l'appui pour vous montrer ça visuellement, avec quelques exemples dans le temps de comment Serge Shikaku et les chercheurs ont travaillé ensemble, notamment par le prêt à des expositions. Et puis je vais développer sur une sorte de photographie qui m'a semblé très emblématique des liens entre cette collection privée et la recherche, et notamment mes recherches, ce sont des photographies positives sur verre. Donc je parlerai un petit peu de cet exemple à la fin. Voilà, donc peut-être Serge, un peu la collection. Alors la collection, j'ai choisi le 19e siècle principalement. Je pense que c'est déjà un territoire suffisamment vaste pour pas aller plus loin, qui offre beaucoup d'opportunités de trouvailles, de raisons de faire des recherches, et puis de rencontres avec des images très, très surprenantes, et la gamme des trouvailles potentielles rend cet aspect de la collection très, très, très intéressant. Et vraiment, c'est comme un peu un continent perdu, englouti, dont on retrouve certains vestiges. Il y a un petit côté archéologie aussi qui entre en ligne. Peut-être un vrai lien aussi avec l'exposé précédent, dans le sens que c'est beaucoup sur le voyage, oui, c'est vrai, et la découverte du monde, cette collection. J'aime bien la découverte disons, je donne priorité à toutes les images où les opérateurs sont rentrés pour la première fois dans un pays, et toutes ces premières images, que ce soit au Gabon, en Antarctique, sont toujours très, très émouvantes à découvrir. Voilà, on a choisi une double page d'un livre que Serge a publié récemment, peut-être juste pour parler un petit peu de la logique peut-être de cette double page. Un livre qui présentait les images de la collection et qui les mettait en vis-à-vis pour insister aussi sur la lecture subjective personnelle qu'on pouvait en avoir. Oui, disons, ça c'est un projet personnel que j'ai publié aussi à compte d'auteur, et que j'offre à toutes les personnes qui m'ont aidé toutes ces dernières années. Donc c'est une sorte de remerciement, et puis aussi une petite œuvre personnelle. Voilà. Peut-être une des personnes qu'on remercie particulièrement, c'est Marc Durand, parce qu'on est là aussi aujourd'hui pour ça. Je vais donc passer à cette image qui est un peu aussi emblématique de la manière dont les collaborations se font toujours. Les chercheurs appellent Serge et demandent ce qu'il a sur le sujet de recherche en question. Et peut-être je te laisse parler des liens avec étant moi-même chercheur, je reçois volontiers tous ceux qui partagent la même passion, et puis qui créent, qui ont un vrai projet. Et si je peux leur
apporter quelques images. Je me dis, là, c'est aussi ma participation, comme ce que je fais aujourd'hui. Nous avons sollicité Marc pour plein d'informations sur les sujets qu'on avait en cours. Et ici, on voit des portraits de photographes de la collection de Serge Cacou qui illustrent certains des notices du dictionnaire. Et voilà, une forme de collaboration. Oui, ça fait partie des images aussi qu'on recherche, c'est des compléments d'information, et c'est toujours très satisfaisant de trouver un autoportrait, et ça enrichit l'iconographie générale dont on a besoin. Voilà, peut-être voilà, on a d'autres exemples maintenant de prêts à des expositions. Le but étant de vraiment mettre à disposition certaines images à la recherche en les exposant, en les publiant dans les catalogues. Donc peut-être oui, je te laisse la parler de chemise ces différents de exemples. Maximilien, par exemple, par Robert, on est en 1867, et c'est une image qui avait été choisie pour la grande exposition de 1989 au musée d'Orsay, et ça a été ma première participation, et j'en suis encore, disons, reconnaissant, voilà. Oui, c'était une première participation. Voilà. Et une image qui va ressortir bientôt pour une exposition sur Manet qui se prépare. Oui, à Wuppertal, à l'automne. Oui, voilà une photo aussi assez emblématique du voyage en Océanie vu par l'amiral Mio. Elle a été reproduite, elle a fait l'objet d'une couverture aussi, d'un ouvrage sur Tahiti. Ça fait partie des grandes réussites esthétiques de la photographie en Océanie. C'est aussi c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé aussi, en particulier la Nouvelle-Calédonie, et maintenant surtout les photographes ayant opéré en Océanie au XIXe siècle. En parlant de dictionnaire, voilà, il y a un dictionnaire en cours, projet très long terme sur les photographes de l'Océanie du XIXe siècle. Oui, là encore, il y a une très vaste archive à découvrir, c'est-à-dire les explorateurs, les missionnaires, tout ce qui est en dehors des studios locaux, qui sont d'ailleurs peu nombreux, dans le Pacifique, j'entends. Une image aussi très surprenante, prise par un photographe travaillant en Algérie, qui s'appelle Alari. C'est d'un assez grand format, et on est vers la fin des années 50, début 60. Et voilà, c'est un petit peu, quand on trouve ces images en très bon état pour un collectionneur, c'est d'une petite apothéose, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est une belle, voilà, c'est une belle surprise. Cette photographie a été exposée l'année dernière à l'exposition Biskra à l'Institut du monde arabe. Et donc il y avait un certain nombre d'images de la collection qui ont permis de montrer la vie à Biskra au XIXe siècle. Aussi une image, alors là c'est une belle découverte, hein, qui s'est faite sur un marché aux puces à Nice, précisément, et puis ça fait partie des belles histoires pour un collectionneur, c'est-à-dire pouvoir arriver un matin, voir cette image dans un cadre à une trentaine de mètres, et puis s'en rapprocher en se demandant si on rêve ou si c'est les réalités. Et donc ça reste une des grandes images du XIXe siècle. Et on connaît le négatif, mais une variante est au musée d'Orsay, mais pas exactement ce tirage, pour dire à quel point parfois les tirages peuvent être uniques. Peu d'images ont survécu, et beaucoup de destruction
se sont faites par différentes raisons, dont un grand désintérêt qui a duré pendant quelques décennies à propos de la photographie. J'ai aussi apprécié cette photographie récemment en travaillant sur la couleur des tirages au 19e siècle, notamment en papier salé. Et donc on avait beaucoup discuté avec Serge sur la couleur des tirages et comment les photographes travaillaient l'aspect de leur tirage. Et cette photographie a été exposée, vous l'avez peut-être vu au Petit Palais, dans l'exposition Modernisme ou Modernité qui exposait le travail de Gustave Le Gray et de ses élèves. Et puis la couleur, c'est vrai que ça fait partie des petits bonheurs photographiques, parce que là encore, en question singularité des tirages, chaque tirage peut avoir une chimie qui lui est propre, et c'est quand même quelque chose qu'on découvre après quelques années. C'est aussi appréciable. Pardon? Moissac. Ouais. Ça ne se voit pas très bien ici, mais le tirage est très... On est en 1851, pendant la mission héliographique. Gustave Le Gray fait cette photo, ce qui est tout à fait miraculeux. Et la couleur est très noire, bleutée. On pense peut-être que c'était... Il y a peut-être un effet voulu effet de nuit, un peu l'aspect romantique, mais après il y a le côté intemporel aussi. Un dernier exemple, peut-être des prêts à des expositions. Oui, cette photo a été reproduite dans l'excellent ouvrage de L'Écuyer en 1945, pour dire que cet ouvrage avait réuni et est encore surprenant aujourd'hui. Bon, c'est une image aussi qui a un véritable plaisir visuel, tant on peut se promener et puis être à l'intérieur d'un studio. Elle a appartenu à un peintre dans les années 30, puis à un collectionneur de Nice, et puis c'est celle qui est reproduite dans L'Écuyer, et peut-être que c'est aussi un tirage unique, et peut-être qu'on en trouvera quelques autres exemplaires plus tard. C'est un peu ce qui fait partie toujours des surprises photographiques. Il y a une discussion aussi en question de collection et recherche. Cette image est reproduite dans L'Écuyer comme étant l'atelier de Disdery. Anne McCauley nous dit récemment que c'est Meyer et Pearson. Voilà, il y a encore des débats. Elle a été reproduite dans le catalogue de l'exposition dans l'atelier du Petit Palais de l'année dernière, comme toujours Disdery, je crois. Voilà, la question reste. Ouais. Voilà. Donc voilà, ce sont quelques exemples de liens entre cette collection et la recherche. La question étant, je ne sais pas, on peut en parler un petit peu avant d'enchaîner, mais des liens que tu perçois entre le monde de la recherche et ce travail de collectionneur. La recherche, je l'ai souvent... je l'ai souvent fait de façon personnelle, et puis ensuite je me suis rapproché des institutions. C'est vrai que j'ai été parfois découragé, et des fois les accès sont difficiles. Peut-être que les choses ont changé, mais j'ai pris l'habitude de constituer ma bibliothèque, et puis de travailler plutôt en solitaire. Mais bon, depuis quelques années, j'ai quand même trouvé des soutiens à la Bibliothèque nationale, au musée d'Orsay et dans d'autres institutions, mais qu'on trouvait difficilement, je dirais, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Par contre, j'invite toujours, et je suis très heureux de pouvoir aider les chercheurs et les personnes qui préparent un sujet, et si ces photographies peuvent servir, voilà, c'est aussi une des raisons de collectionner. Alors peut-être je vais citer d'autres exemples concrets.
toujours bien d'être dans les images. Oui, donc la stéréo sur verre sur lequel on travaille, les éditeurs français de vue stéréoscopique, là c'est quand même un monde qui n'apparaît que rarement. Il y a pourtant des milliers d'images, c'est une source documentaire très importante, mais qui par sa fragilité et sa rareté a souvent disparu de la vue et de la connaissance des historiens. On connaît quelques images, mais il y a même beaucoup d'images dont on connaît le titre sur un catalogue, mais qu'on n'a jamais vu encore apparaître. Donc c'est tout un monde qui reste à découvrir et qui est peu présent dans les collections nationales. Là, on parle des vues stéréoscopiques de l'époque Second Empire, donc ce sont des grands formats, plus grandes que les petits formats probablement de fin 19e siècle dont on a parlé juste avant pour l'Afrique. Qui était très important commercialement à l'époque. Ouais. Il y a une grande production et plusieurs éditeurs français et on essaye de savoir qui a fait quoi. Et le format c'est 8,5 par 17, donc c'est assez grand et ce qui est fascinant c'est la transparence. Aujourd'hui les méthodes pour ces plaques de verre et pour tous les négatifs permet d'avoir accès vraiment dans l'image. Et puis ce qui m'a toujours fasciné, j'en ai réuni quelques milliers, c'est la manière dont on peut vraiment se projeter dans l'image. Quand on les regarde, elles ont une finesse et de l'albumine sur verre et vraiment il y a une transparence qu'on ne trouve pas dans les vues stéréo sur papier. Je tenais aussi à parler de cet exemple aussi de la stéréoscopie sur verre parce que c'est par ce biais, en travaillant au musée Carnavalet, il y a un certain temps que j'ai rencontré Serge Kakou pour la première fois parce qu'on a fait beaucoup de recherches dans les collections publiques et privées et c'était le seul endroit où nous avions trouvé une collection signifiante de ces vues sur verre. C'était un pan de la collection, enfin de la production du 19e qui n'était pas du tout représenté dans les collections publiques. Donc voilà, les choses sont parties de là et nous avons beaucoup échangé autour de ces vues. Donc cette photographie fait partie de celle que nous avons montrée et puis publiée dans le catalogue de l'exposition Paris en 3D en l'an 2000. Et ces vues sur verre ont été beaucoup prêtées et donc publiées par Serge dans le temps. Là, c'est une image qui a été exposée et puis publiée à Essen dans une exposition sur les impressionnistes et Paris en 2010. Et donc, à chaque fois, en mettant ces photos à disposition, en quelque sorte, elles peuvent du coup devenir l'objet de recherche. Et là, entre autres, il y a eu un article dans le catalogue de l'exposition par Michel Friseau, où du coup, ces vues stéréoscopiques ont vraiment été intégrées dans sa réflexion sur la photographie de Paris et une argumentation de Michel Friseau où il montrait que l'image photographique, la nature même de l'image photographique a favorisé la représentation de la ville, la représentation urbaine, la prise de vue en hauteur et puis il suggérait aussi des vues mettant en évidence et il montrait cette photo en exemple de l'idée de circulation dans la ville, de réseau de circulation de rues et de tout le trafic dans la rue notamment. Ouais, il y a d'ailleurs, oui, on peut se rendre compte qu'il y a un dispositif, le photographe est monté sur un petit échafaudage, je ne sais pas exactement lequel, mais sur d'autres vues, on voit parfois sur deux vues nous permettent de les raccorder, de faire des panoramas totalement inédits du Paris 1860, et les prises de vue qui sont parfois appelées à vol d'oiseau, sont prises à partir de très grands
comment dire, c'était des pylônes pour la triangulation, et ça s'élève à plus de 20 mètres, et on a donc des vues prises en altitude de Paris qui sont tout à fait surprenantes dans ces séries, notamment publiées par Ferrier-Soulier. Un autre exemple de ces vues de Ferrier et Soulier qui montre le boulevard de Sébastopol, et leur atelier était sur ce boulevard, et donc il y a un certain nombre de vues qu'ils montrent. Celle-ci a été exposée dans une exposition sur Caillebotte, et donc on sent les raisons pour lesquelles ils ont choisi avec cette Paris sous la pluie et ces promeneurs avec leur parapluie. Oui, ces vues sont souvent difficiles à présenter, mais apparemment plusieurs musées allemands ont réussi à les intégrer dans des dispositifs de leur création, parfois inclus dans les murs d'exposition, et elles sont tout à fait lisibles, et on peut apprécier la profondeur de champ. Et cette vue qui est prise de chez Ferrier-Soulier existe en plusieurs exemplaires, en plusieurs phases. On voit sous la pluie, des effets de soleil. Là aussi, il y a une grande variété dans ces prises de vue. Et ce sont souvent des vues qui n'existent pas par ailleurs. Il n'y a pas de version sur papier, il n'y a pas de version grand format. C'est vraiment une production spécifique, cette vue stéréoscopique. Un dernier exemple de près, une exposition Napoléon III et l'Italie au musée de l'Armée en 2011. Oui, là, on a une barricade à Palerme, donc là aussi, quand on les regarde avec l'appareil de stéréoscopique, on voit toute la profondeur. La prise de vue a été faite spécialement pour accentuer cet effet, et on voit tous les détails qui apparaissent, et la guerre qui est encore en cours. Et on est en 1860. Et il y a également des photos à la même époque, des prises à Pékin lors de la campagne, la guerre de Chine, et des vues du Japon. Il y a des sujets extrêmement rares et qu'on trouve très très difficilement, et même dans ces séries, des photos qu'on ne trouvera jamais. Il faut plus qu'une vie pour trouver une série complète. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi sur ces vues stéréoscopiques avec Serge dans ce projet de faire un dictionnaire des producteurs pour permettre aux collectionneurs de les identifier. Mais côtoyer cette collection unique m'a vraiment donné envie aussi de penser cette histoire de la photographie sur verre, c'est-à-dire les positifs sur verre. On connaît beaucoup l'utilisation du négatif verre suite à l'invention de cette possibilité même de faire des photographies sur verre. Donc à partir de cette collection, j'ai aussi travaillé en chercheur sur les positifs sur verre. Et une des conclusions de ce travail qui a été publié l'année dernière était vraiment que cette possibilité de faire de la photographie sur verre répondait à une envie de s'émerveiller de la précision de l'image photographique en scrutant ces détails. Je vais peut-être vous montrer un exemple ici, une vue de Constantinople, toujours de Ferrier-Soulier. Et déjà c'est agrandi ici, donc ça permet d'un peu se rendre compte, mais je vous montre un détail maintenant de cette image. Et il faut imaginer que quand en plus on a l'effet de relief dans le stéréoscope, les détails et les plans se détachent. Donc vraiment on se promène autrement dans les détails. Donc la photo sur verre, et en particulier la technique de l'albumine sur verre, qu'on connaît beaucoup moins bien que le collodion, pour des différentes raisons techniques, permis de faire des images ultra précises. Et en plus, les éditeurs privilégiaient des sujets comme celui-ci, tous ces vues de ville qui étaient riches en détails à explorer.
Et c'est intéressant parce que la réception de cette production de vues sur verre dans la presse rappelle un petit peu on a des commentaires qui rappellent ceux de l'invention du daguerréotype au début de la photographie, où des gens insistent vraiment sur l'incroyable précision de ces photographies. Donc, par exemple, en 1857, quand cette nouvelle série sur la Turquie est sortie chez Ferrier-Soulier, on peut lire dans la revue photographique tout, ensemble les détails, est rendu avec une perfection infinie. En regardant ces images au microscope, dont elles supportent très bien le grossissement, on découvre 1000 choses nouvelles. Ce qui semblait n'être qu'une tache blanche devient tout à coup une maison percée d'un grand nombre de fenêtres, à travers lesquelles l'œil pénètre presque dans l'intérieur des appartements. Voilà, donc les spectateurs vraiment prenaient plaisir à se perdre dans les détails de ces photographies sur verre que dans les collections aujourd'hui, ou même dès le 19e siècle, on trouvait trop encombrantes et trop fragiles à conserver, mais qu'on trouve aujourd'hui dans les collections privées, parce qu'on est directement peut-être plus dans ce plaisir de ce que c'était d'aller regarder les images et en relief en plus. Oui, et puis aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un microscope. Les nouvelles technologies de scanner permettent effectivement des agrandissements assez hallucinants. Voilà, et ça c'est vraiment une autre conclusion de ce travail sur la photographie sur verre, c'est que et c'est lié à la fascination pour le détail, c'est que la possibilité de faire la photo sur verre a encouragé des pratiques qui impliquaient l'agrandissement, soit sous le stéréoscope, parce qu'on a des lentilles qui agrandissent, soit, et c'était aussi inventé à cette époque, dans les années 50, de projeter des photographies en faisant des plaques de projection. Voilà, exemple de ces plaques de projection très, très tôt. Donc la photographie sur verre a permis de combiner la photographie et les pratiques de lanterne magique qui existaient avant pour créer ces plaques de projection photographique. Donc voilà, ça a mené à tout une mise en œuvre de la luminosité autrement en photographie, que ce soit par projection avec ces plaques ou rétroéclairé dans le stéréoscope à fond à verre dépoli. Il y avait un vrai souci esthétique aussi de la photographie qui était différente avec la photo sur verre, où vraiment pour le spectateur, la lumière enregistrée dans la photographie, la lumière de la photographie devenait presque plus directement de la lumière. Au lieu d'être sur papier, le support disparaissait pour n'avoir que la lumière projetée dans le noir, pas comme ici, mais dans le noir à l'époque, sur un écran, ou la lumière enfermée dans le stéréoscope qui traversait l'image, et on n'avait plus que le détail photographique. Le support même disparaissait. Voilà, donc c'est un exemple de ce que, comme chercheur, des collections privées m'ont apporté en permettant d'accéder et de me rendre compte de l'histoire de ces supports très peu présents dans les collections publiques. Voilà, donc je remercie voilà, ces échanges, Serge, et ces échanges collections et recherche. Bon, vous avez bien compris notre amour pour la stéréo sur verre et puis notre collaboration qui s'effectue dans les meilleures conditions puisqu'on est très très complémentaires. Et j'allais rappeler du coup en conclusion le titre qu'on a donné qui venait de ce que Serge m'a dit quand je l'ai un peu interviewé pour cette intervention, en demandant qu'est-ce qui fait qu'il travaille avec les chercheurs. Au fond, il a dit en fait, quand ils s'entendent bien, c'est qu'il y a une vraie curiosité pour la photographie qui est partagée, malgré des démarches très différentes qui vont se rencontrer. Voilà, c'est la curiosité pour la photo qui réunit tout ce monde. Merci. Merci.